gestationnelle, c'est en fin de compte, c'est quoi? C'est un trouble de la tolérance au glucose qu'on dépiste pendant la grossesse et quelle que soit son évolution, bien sûr, après le postpartum. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent rester diabétiques, il y a des femmes qui peuvent éventuellement, dans la majorité des cas, qui disparaissent. Alors voici un petit peu, donc vous avez deux entités, soit l'anomalie glycémique, elle est réellement apparue au cours de la grossesse, et dans ce cas, on est dans le vrai diabète gestationnel, et du coup, vous avez des malades, habituellement, ce sont des femmes qui vont se normaliser après, ou bien vous avez des malades, au contraire, qui sont des véritables diabétiques. Et on va le voir tout à l'heure, et en fin de compte, la grossesse n'a fait que révéler un diabète méconnu, et ce sont des diabétiques de type 2. D'accord, donc je commencerai déjà par cette vignette clinique en parlant de cette malade qui s'appelle Mariam. Comme vous le voyez, je suis devant une patiente qui est âgée de 37 ans, elle a 1,60 m, elle a 80 kg, elle consulte au terme théorique de 10 semaines d'aménorrhée de seconde grossesse. Donc c'est une malade qui a déjà fait une grossesse. Elle n'a pas d'antécédents personnels donc notables, par contre elle a accouché il y a 2 ans auparavant d'une fille qui était de 3,6 kg. Je regarde maintenant les antécédents, je vois que oui, effectivement, elle a une maman qui est diabétique de type 2, découverte depuis l'âge de 50 ans. Je regarde sa pression artérielle, elle est à 130/80. C'est un utérus qui est gravide. Son groupe sanguin, il est O rhésus positif. Et on voit que c'est une patiente qui est immunisée contre la rubéole et la toxo. La sérologie de la syphilis, elle est négative. Par contre, la recherche de glycosurie est négative à la bandelette. Alors donc, la question que je vous pose, et en fin de compte, on n'aura pas le temps pour débattre, c'est juste pour vous dire, qu'est-ce que je dois faire chez Madame Mariam? Est-ce que pour moi, je ne fais rien, en fait, vous ne faites pas de dépistage, car le poids de naissance de sa fille était normal auparavant? Est-ce que vous allez faire effectivement une glycémie à jeun dès le premier trimestre? Ou bien vous allez peut-être attendre et faire la GPO à 75 grammes de glucose, donc entre la 24e et la 28e semaine? Ou bien peut-être vous allez, compte tenu de ces facteurs de risque, vous l'adressez directement à une diététicienne et vous commencez le régime. Ou bien vous prescrivez un lecteur de glycémie et vous allez lui dire, voilà, vous êtes d'abord faire un cycle glycémique et vous allez me ramener le cycle glycémique pour voir. D'après vous. Là, la glycémie, la 2 pour tout le monde. Qui fait la 3 peut-être? La 5 peut-être? Très bien. Alors, en fin de compte, effectivement, quand je suis devant ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Alors, en première intention, il faut toujours demander une glycémie à jeun. Ça, c'est très important. On va le voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que simplement, donc, la première des choses, c'est d'énumérer les facteurs de risque que présente ma patiente. Et c'est à partir de là que je me pose la question. Faut-il faire un dépistage? Et quel dépistage que je dois faire? Est-ce que réellement c'est un dépistage systématique qu'on fait pour madame tout le monde? Ou bien c'est un dépistage, on va dire, ciblé? Alors pour répondre à cette question, bien sûr, on va essayer de comprendre, mais en fin de compte, quels sont les facteurs de risque que peut faire une femme, que peut accumuler donc une femme pour faire un diabète gestationnel? Alors si je regarde la littérature, bon effectivement, là regardez, vous avez plusieurs facteurs de risque. Déjà, on connaît bien qu'un tableau d'insulinorésistance, c'est quoi? Le syndrome des ovaires polykystiques. Une femme qui souffre déjà d'ovaires polykystiques, ben, c'est une femme qui est insulinorésistante. Alors, vous avez une femme qui a déjà fait une hypertension HTA ou gravidique. Vous avez aussi cette notion de macrosomie. Donc, une femme qui a déjà accouché d'un enfant qui dépasse 4 kg habituellement, un âge qui dépasse 35 ans, les antécédents familiaux du diabète. Vous avez aussi l'ethnie, l'obésité, et on le connaît, donc surpoids, obésité. Vous avez aussi cette notion d'antécédent d'avortement spontané ou de mort in utero. Et vous avez aussi une femme qui a déjà fait un diabète gestationnel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle habituellement les facteurs classiques du diabète gestationnel. D'accord? Mais quand je regarde essentiellement donc les recommandations aujourd'hui, alors là, vous avez donc les recommandations qu'on utilise nous. Ce sont des recommandations de la SFD. La SFD, c'est la Société francophone du diabète. Et vous avez le Collège national donc des gynéco-obstétriciens français de 2010 qui ont recommandé de tenir compte, en fin de compte, de 5 paramètres. Alors, les 5 facteurs qu'il faut prendre en considération pour aller dans le dépistage, eh bien, vous avez un des 5. D'abord, c'est une patiente qui a déjà un diabète non apparenté du premier degré. Ça veut dire donc, vous avez déjà dans la famille quelqu'un de premier degré, donc quelqu'un de la famille, eh ben, c'est un risque. La femme qui dépasse ou égale 35 ans.
La femme aussi qui a un indice de masse corporelle qui dépasse 25. Ça veut dire qu'elle est en surpoids ou bien elle est obèse et elle fait une grossesse. Vous avez aussi une autre chose qui est très importante, c'est le diabète gestationnel. Donc, dès lors que vous avez une femme qui a déjà fait un diabète gestationnel, eh ben, c'est une femme maintenant à risque de faire un autre diabète. Et enfin, vous avez l'antécédent d'accouchement d'un macrosome. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai un des facteurs, eh ben, il faut faire un dépistage systématique. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça, c'est très important en pratique, et c'est pour ça qu'il faut énumérer maintenant les facteurs de risque. Alors, je reviens à ma patiente. Je me dis, d'accord, si je vais regarder les facteurs de risque chez cette patiente, lesquels? Ben là, vous voyez bien que je suis devant déjà l'âge qui dépasse 35 ans. Je suis devant une femme, malheureusement, 1m60, 80, donc vous êtes déjà dans le surpoids, peut-être l'obésité, il faut calculer le BMI pour savoir. Et regardez, elle a déjà un antécédent de diabète chez sa maman. Donc du coup, effectivement, vous êtes chez une femme qui a déjà 3 facteurs de risque. À partir de là, vous êtes obligé de demander une glycémie à jeun au premier trimestre. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, donc ça c'est par rapport au diagnostic. Maintenant, c'est ce que j'ai fait. Cette femme qui est venue à 14 semaines, je lui ai demandé de faire une glycémie à jeun. Et en fait, quand je l'ai trouvée à 0,80, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui dire, oui, vous avez un diabète gestationnel, ou bien vous allez peut-être compléter par l'hémoglobine glyquée, ou bien vous allez attendre et vous allez lui faire la GPO entre 24 et 28e semaine, ou bien vous arrêtez le dépistage puisque la glycémie à jeun est inférieure à 0,92, ou bien vous prescrivez peut-être une écho à 18 semaines pour une étude morphologique précoce. La GPO pour tout le monde? Très bien. Alors donc du coup, comment peut-on diagnostiquer le diabète gestationnel en fin de compte? Alors effectivement, cette malade, on ne va pas la lâcher dans la nature. Elle a déjà des facteurs de risque. Et même si la glycémie veineuse à jeun premier trimestre est revenue normale, je dois compléter systématiquement par une HGPO. Donc du coup, je me pose la question, mais en fin de compte, en pratique, quelles sont les modalités de dépistage du diabète gestationnel? Alors en fait, regardez comment vous allez faire. D'abord, vous avez une femme, et ça c'est des recommandations en fait du consensus, ce qu'on appelle le groupe de travail chez la femme donc diabétique. Et là, regardez, donc qui a été adopté par la SFD. Alors la première visite, je prénatale, je demande une glycémie à jeun ou l'hémoglobine glyquée, je peux faire les deux, c'est pas un problème. Par contre, à partir de quand on va faire ça, c'est quand vous avez un facteur de risque. D'accord, cette femme, donc, elle a un facteur de risque, donc elle, ou plus, je vais demander une glycémie à jeun. Si ma glycémie à jeun au premier trimestre, elle revient inférieure à 0,92, là, bien sûr, elle a des facteurs de risque, je dois la suivre, cette femme. Et je dois compléter par une HGPO. Bon, vous connaissez qu'avant, on utilisait le test d'eau suivant à 100 grammes, etc. Maintenant, on utilise plutôt l'HGPO à 75 grammes de glucose. Et là, vous avez les 3 temps. Les 3 temps, c'est 0, 1 heure et 2 heures. Donc, si maintenant je fais ça, c'est ça, au fait, qui va me déterminer si la femme, elle est diabétique gestationnelle ou non. Deuxième chose, imaginez maintenant, au contraire, j'ai eu une glycémie à jeun, mais qui se situe entre 1,26 et 0,92. Est-ce que c'est un diabète gestationnel? Ben oui. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Malheureusement, c'est ce qu'on voit habituellement chez certains médecins qui attendent jusqu'à 24 semaines et, donc pour faire la GPO et pour démarrer la thérapeutique. Mais non, il faut déjà démarrer la thérapeutique ici, parce que vous êtes déjà dans le diabète gestationnel. Et là, qu'est-ce qui est recommandé? C'est une prise en charge, bien sûr, précoce. Troisième situation, c'est que ma patiente, j'ai fait une glycémie à jeun. Par contre, ma glycémie à jeun, elle dépasse ou égale 1,26. Est-ce que je vais refaire une deuxième? La réponse est non. Pour définir un diabète chez une personne en dehors de la grossesse, oui, il faut refaire une autre glycémie veineuse à jeun. Mais une femme enceinte, une seule glycémie veineuse à jeun est suffisante pour dire qu'elle est diabétique gestationnelle. On est d'accord? Maintenant, quel est le rôle de l'hémoglobine glyquée? Oui, on peut l'utiliser. Si vous avez une hémoglobine glyquée, vous vous êtes intéressé à demander une HbA1c, elle dépasse les 6,5, et ben c'est un diabète de type 2. Et là, on n'est plus dans le diabète gestationnel. Attention, parce qu'en fin de compte, on est dans un diabète de type 2 qui a été méconnu. C'est ça, tout à l'heure, je vous disais, on peut avoir deux entités en fin de compte. Le diabète, on peut avoir une femme qui vient de faire un diabète gestationnel, ou bien elle était méconnue, elle était diabétique de type 2, et le diabète est venu, en fait, la grossesse est venue révéler un diabète méconnu. D'accord?
Donc, si maintenant je suis à cette histoire d'HGPO, alors à partir de quels critères je vais dire que cette femme, elle a un diabète gestationnel? En fin de compte, vous avez 3 chiffres qu'il faut toujours retenir. Le premier chiffre, c'est la glycémie à jeun. Si ça dépasse ou égale 0,92, ou bien vous avez à 1 heure, elle dépasse ou égale 1,80, ou bien à la deuxième heure, elle dépasse ou égale 1,53. Alors il suffit d'avoir juste un chiffre, je dis bien un chiffre ou plus, pour définir le diabète gestationnel. Ça veut dire donc une femme qui me présente un HGPO, une glycémie à jeun ou bien 1 heure ou 2 heures supérieure à des valeurs que vous voyez ici, une ou plus, vous êtes dans le diabète gestationnel. Ça va? Donc c'est ça ce que j'ai fait chez cette femme. En fin de compte, voici ce qu'on a fait. On a réalisé la GPO. Et j'ai réalisé la GPO, on vous a dit, entre 24 et 28e semaine. Pourquoi 24 et 28e semaine? Parce que c'est là où vous avez, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'insulinorésistance. Et c'est là où on doit dépister forcément la présence de ce diabète gestationnel. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bien, voici les résultats. 0,90 à Jean, 1 heure j'ai trouvé 1,95 et à 2 heures 1,50. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que la patiente présente un diabète gestationnel? Ben oui, parce que vous avez déjà un chiffre de 1,95. Est-ce que je prescris un arrêt de travail car le repos peut contribuer à améliorer les glycémies? Oui, c'est intéressant pour vous, non? Ah oui, voilà. Est-ce que je vais l'hospitaliser pour instaurer une insulinothérapie d'emblée? Ben, la réponse est non. Est-ce que je l'adresse à la diététicienne? Est-ce que vous prescrivez une autosurveillance glycémique et instaurez, non? Alors là, il y a un piège, vous l'adressez à la diététicienne lors de votre prochaine consultation. Donc, du coup, ce qui reste ici, effectivement, ce que je peux dire, oui, ma patiente, Mariam, est diabétique gestationnelle. Très bien. Donc, une fois que j'ai vu ça, on va regarder un petit peu l'évolution du diabète gestationnel dans le temps. Alors, il faut savoir que plus la femme elle avance dans l'âge, plus, bien sûr, on risque de faire un diabète gestationnel. Et là, regardez, en fonction de l'âge, bien, regardez, ça c'est les recommandations, enfin plutôt les consensus de l'IDF, plus c'est-à-dire donc plus l'âge est important, quand ça dépasse les 30 ans à 34 ans, 35 ans, vous avez 28% des femmes qui peuvent faire déjà un diabète gestationnel. Par contre, si on regarde la prévalence, on vous parle d'une prévalence qui est de 16,2. Ça veut dire que vous avez donc, on va dire sur 100 femmes, vous avez à peu près 20 femmes qui vont faire un diabète gestationnel. Donc c'est tellement fréquent qu'aujourd'hui, on essaye maintenant de rechercher et de faire dépister en fonction des facteurs de risque. Alors donc, aujourd'hui, on vous dit effectivement, ça augmente. Et ça augmente, c'est en fin de compte, le diabète gestationnel, il représente 90% de toutes les grossesses compliquées pour le diabète. Donc vous voyez que c'est quand même énorme. Alors en Algérie, il y a eu ce travail qui a le mérite quand même de l'exposer et de le travailler. C'est donc une consoeur à nous qui s'appelle Bachaoui qui a fait un travail à Oran. Et regardez quand même la prévalence chez nous. Quand même, elle est très élevée. 19,6% des femmes dans sa série qui avaient un diabète gestationnel. Donc vous voyez que c'est quand même assez important et très fréquent, et surtout aussi en Algérie. Bon, ça s'explique aussi parce que chez nous, le mariage il est un petit peu tardif, mais aussi il y a la femme algérienne, il faut le dire, le poids, il y a le rôle du poids, il y a le rôle aussi de l'hérédité. N'oubliez pas, l'hérédité diabétique est très importante chez nous, et vous savez que malheureusement le chiffre il a grimpé à 15%. Très bien, donc maintenant, je vais essayer de comprendre, mais en fin de compte, pourquoi la femme elle est exposée à faire un diabète gestationnel. Alors regardez bien, en fin de compte, début de grossesse, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, chez la femme, il y a toute une perturbation sur le plan physiologique. Et là, regardez, il y a un ralentissement de la vidange gastrique, il y a une augmentation de l'appétit. Voilà, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, j'ai une augmentation de l'insulinorésistance. En parallèle, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, quand on a une augmentation de l'insulinorésistance, le pancréas va essayer de faire face. Et en même temps, on aura quoi? Une augmentation de la glycémie postprandiale. Et avec le temps, le pancréas, donc il va s'affaiblir un peu et on aura une sécrétion, on va dire, insuffisante d'insuline, ce qui explique que ça va exposer cette femme à faire un diabète gestationnel. Donc c'est ça, en fin de compte, en quelque sorte, le mécanisme. Mais il n'y a pas que ça, on va le voir. Parce que regardez bien, donc le diabète gestationnel, c'est quoi? C'est une conséquence de l'augmentation de la résistance à l'insuline. Donc le point de départ, ce n'est pas réellement l'insulinopénie, c'est plutôt une résistance.
Et cette résistance-là va entraîner tout simplement, c'est comme le mécanisme dans le diabète de type 2, et là vous allez avoir déjà l'augmentation de la glycémie postprandiale. C'est pour ça que le dépistage, on le fait aussi grâce à l'HGPO. Et là, dans le diabète gestationnel, vous avez une sécrétion d'insuline qui n'est pas suffisante. Et du coup, vous aurez donc une augmentation au départ des glycémies plutôt postprandiales et ensuite des glycémies à jeun. Très bien. Alors regardez qu'est-ce qui se passe en fin de compte par rapport à la femme quand elle est en grossesse. Alors là, vous avez donc le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Premier trimestre, c'est ce qu'on appelle la phase d'anabolisme facilité. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a une diminution des substrats néoglycogéniques et c'est pour ça que la femme, habituellement, elle a tendance à faire des hypoglycémies nocturnes. Elle peut faire une instabilité et les besoins en insuline, habituellement, sont diminués pendant le premier trimestre. Par contre, regardez, deuxième trimestre, les besoins en insuline vont commencer à augmenter et c'est là où on aura augmentation de l'insulinorésistance qui se situe au niveau musculaire, mais aussi au niveau adipeux. Et regardez, troisième trimestre, c'est augmentation, et c'est ça en fait, parce que vous avez une formation du placenta. Et le placenta, il va jouer un rôle dans cette insulinorésistance en sécrétant une hormone, l'hormone placentaire. Il y a le rôle aussi des œstrogènes, du cortisol, de la prolactine, qui sont augmentés chez la femme, surtout à partir du troisième trimestre. Et c'est à partir de là qu'elle va développer cette insulinorésistance. Et c'est pour ça qu'on dépiste habituellement entre la 24e et la 28e semaine. Et regardez les besoins en insuline, ça augmente jusqu'à 2. Alors, si je parle de diabète gestationnel, et si je parle en dehors du diabète gestationnel, c'est-à-dire la femme diabétique, vous savez très très bien que la femme diabétique, quand elle fait une grossesse, vous avez tendance, vous la mettez sous insuline, vous avez tendance à augmenter les doses d'insuline le deuxième, troisième trimestre, parce qu'elle est dans un état d'insulinorésistance. Très bien, donc ça c'était la physiopathologie. Maintenant, je me pose la question par rapport à cette femme. Et en fin de compte, quelles sont les conséquences du diabète gestationnel sur le fœtus? Est-ce qu'elle aura des problèmes? Oui. Bon, alors pour expliquer ça, effectivement, il faut comprendre un petit peu cette physiopathologie. Alors qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? On connaît que l'hyperglycémie maternelle passe le placenta. Mais est-ce que l'insuline passe le placenta? Ben non, l'insuline ne passe pas le placenta. D'accord? L'insuline de la maman ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Si je laisse cette femme en hyperglycémie, et je ne la prends pas en charge rapidement, quand par exemple cette Mariam, j'ai attendu jusqu'à 24 à 28e semaine, qu'est-ce qui se passe? Ben, le glucose en excès va chez l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant en fin de compte? Eh bien, le pancréas fœtal, il sera stimulé. Et cette stimulation du pancréas va entraîner un hyperinsulinisme. Le fœtus, il va sécréter sa propre insuline. Et cette sécrétion de cette insuline va entraîner une augmentation du poids. Vous connaissez donc le rôle anabolique, d'accord, de l'insuline. C'est une hormone anabolisante. Par contre, il y a un deuxième mécanisme aussi, ce sont les anticorps que va développer la femme. Les anticorps, et ce sont les anticorps aussi qui peuvent intervenir dans l'insulinorésistance chez l'enfant. Et c'est ça qui explique que le premier, on va dire, donc la première conséquence chez l'enfant, c'est essentiellement la macrosomie. Alors donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. D'accord? Regardez un enfant. Donc ça, c'est un enfant bébé de poids normal. Hada, macrosome. Hada, et en fin de compte, c'est un macrosome. Et au contraire, c'est un malade qui est plutôt donc un fœtus ou un nouveau-né qui risque d'avoir, bien sûr, des problèmes ultérieurement. D'accord, la macrosomie, regardez, effectivement, ça a été décrit. Eh bien, plus le poids de naissance est élevé, plus vous avez donc le risque de macrosomie. Si on compare, bien sûr, les femmes avec diabète gestationnel ou bien donc la population générale, et là, on a trouvé que malheureusement, si on n'équilibre pas la femme, eh ben, elle va faire malheureusement cette macrosomie. Alors maintenant, il y a aussi d'autres complications que peut faire l'enfant. Il n'y a pas que la macrosomie. Alors on vient de parler de la macrosomie, mais vous avez aussi la dystocie des épaules. C'est pour ça que maintenant il faut faire attention. Et est-ce que réellement la césarienne elle est obligatoire pour la femme diabète gestationnelle? La réponse est non. Nous, c'est pratiquement systématique. Mais non, faut d'abord, si l'enfant il a une morphologie normale, bah, ce n'est pas obligatoire. Alors vous avez aussi un aspect, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie néonatale. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'enfant, il baigne dans un environnement d'hyperglycémie. Lui, il est dans l'hyperinsulinisme. On coupe le cordon, qu'est-ce qui se passe?
eh ben, il va se priver du glucose de sa maman et il risque de faire une hypo. C'est pour ça qu'il y a le risque d'hypoglycémie néonatale chez le nouveau-né. Et on peut avoir d'autres perturbations sur le plan métabolique, l'hypocalcémie ou bien l'hyperbilirubinie. Il y a aussi maladie des membranes des hyalines avec une détresse, c'est du syndrome de détresse. Et parfois, on peut avoir malheureusement la mort in utero. Donc, vous voyez les conséquences si on ne prend pas bien en charge la femme gestationnelle. Maintenant, il y a aussi la chose sur la maman, n'oubliez pas. Alors, sur la maman, elle peut développer un hydramnios. Déjà, on peut dépister le diabète gestationnel par ça. La gynéco, elle va vous envoyer, mais écoutez, faites attention parce que là, j'ai un excès de liquide. Et quand on va rechercher, effectivement, on va trouver c'est un diabète gestationnel. On peut avoir aussi un déclenchement précoce, avortement. Donc, on peut avoir aussi le risque de césarienne. Et surtout, on a ça parce que la femme gestationnelle, elle a plus de risques de faire la prééclampsie et de faire l'HTR gravidique et elle peut faire l'hémorragie de la délivrance. Donc, vous voyez que c'est très important en pratique de connaître, bien sûr, l'impact du diabète gestationnel pour y remédier à travers, bien sûr, un bon suivi. Et là, je viens de résumer, si vous voulez, toutes les complications périnatales lors du diabète. Et là, vous voyez que ça concerne essentiellement, que ce soit l'enfant, bien pour la maman. Et on peut avoir, bien sûr, si on n'équilibre pas, si on ne prend pas, surtout en charge rapidement cette malade, eh ben, on peut avoir, bien sûr, des complications. Alors, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, traiter le diabète gestationnel réduit de façon significative les complications fœtales. C'est pour ça qu'il faut aller dans une prise en charge précoce. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire de cette Marie? Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il faut l'adresser à 3 mois chez la diététicienne? La réponse est non. C'est que tout simplement, on n'insuline pas d'emblée. Non. Une diabétique gestationnelle, il faut toujours commencer par les règles hygiéno-diététiques. Et ça, c'est vraiment important. Alors là, on va contrôler bien sûr les glycémies pré- et postprandiales et surtout par une diététique équilibrée. Et est-ce qu'on instaure un traitement insulinique obligatoire? La réponse est non. Ça, c'est très important. Donc non, parce que tout simplement, on n'est pas dans l'insulinothérapie d'emblée, mais il faut d'abord évaluer la femme donc à travers un bon régime. Alors maintenant, regardez bien, toutes les instances et toutes les sociétés, les consensus, convergent pour dire oui, commencer par les règles hygiéno-diététiques en première intention. Et le traitement insulinique est initié que si le contrôle est insuffisant. Donc en fin de compte, c'est ça ce que je dois faire chez Madame Marie. Je dois lui recommander des règles hygiéno-diététiques et c'est à partir de là que je vais tout simplement lui proposer bien sûr de l'insuline. Alors maintenant, la diététique, qu'est-ce qu'il faut proposer? Alors voici ce qu'on propose habituellement. Eh bien, c'est un régime qui est normocalorique. Il n'y a pas de régime hypocalorique chez une femme enceinte, attention. Les protéines, vous voyez les graisses, 33 à 40% pour le sucre, les glucides, les protéines 20%, 40% pour les graisses. Et il est recommandé de faire 3 repas équilibrés. Et on peut même lui demander dans le premier trimestre de faire des petites collations parce qu'on a des tendances à des hypoglycémies donc la nuit. Et on recommande aussi un exercice physique adapté et modéré. Alors vous voyez que c'est très important. Et même si j'ai une femme obèse, on ne lui recommande pas un régime hypocalorique moins de 1600. Non, il ne faut pas le faire. C'est un régime habituellement normocalorique équilibré. Et vous avez ici, qu'est-ce qu'il faut bien sûr recommander. Et vous évitez les grignotages et les sucres rapides. Et surtout, la chose la plus importante à demander à la femme, c'est de faire de l'autosurveillance glycémique. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, c'est l'autosurveillance glycémique, c'est habituellement ce qu'on appelle les 6 points glycémiques. Les 6 points glycémiques, c'est avant et 2 heures après chaque repas. Et c'est à partir de là que vous pouvez éventuellement dire si réellement la femme elle nécessite le passage à l'insuline. Mais à condition, bien sûr, de choisir le bon lecteur, c'est important. Parce que si vous allez donner à n'importe quel lecteur, vous pouvez avoir parfois des lecteurs qui surestiment ou bien qui sous-estiment et vous aurez des dégâts. Parce que la femme, elle peut se déséquilibrer à cause de ça. Et bien sûr, on recommande les boissons à volonté. Maintenant, l'activité physique, c'est l'activité physique modérée. La marche, c'est très intéressant pour une femme qui présente un diabète gestationnel. Donc, c'est ça ce qu'on recommande habituellement. Et là, vous voyez, on lui demande de faire 30 minutes. Ça permet d'améliorer l'insulinorésistance, les niveaux de glycémie et surtout d'améliorer essentiellement aussi, de réduire le poids.
Donc ça, c'est tout simplement, c'est très intéressant. Et regardez, tout ce qui est exercice haut du corps, c'est conseillé. Bien sûr, ça, c'est important. Maintenant, la question qui se pose, j'ai demandé de l'autosurveillance chez cette patiente. Habituellement, elle vous ramène le cycle au bout d'une semaine à 10 jours. Et c'est à partir de là, bien sûr, vous allez lui expliquer, c'est très important, comment faire les modalités d'autosurveillance glycémique, c'est important, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas, surtout une femme qui n'a jamais connu le diabète. Vous lui expliquez comment elle doit s'autosurveiller, vous lui donnez un carnet d'autosurveillance, elle vous ramène, bien sûr, ses glycémies après, on va dire, une semaine à 10 jours. Alors la question qui se pose, mais quel est en fin de compte l'objectif glycémique chez ma patiente? Là, la 1, la 3, la E, la 5. En fin de compte, effectivement, c'est la 2. Alors c'est la 2. Pourquoi c'est la 2? Parce que, attendez, ne confondez pas entre diagnostic. Critère diagnostique, ça c'est l'erreur que font la majorité des médecins. On confond entre le critère diagnostique et le critère d'équilibre. Attention, parce que le critère diagnostique, c'est avec une glycémie veineuse. Là, je suis devant une glycémie capillaire, n'oubliez pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui est recommandé aujourd'hui? C'est inférieur à 0,95 et GPP inférieur à 1,20. C'est ça ce qui est recommandé. Vous avez ici les recommandations d'ADA ou bien le collège donc, des gynéco-américains, bien NICE, et là, vous voyez que la majorité partent pour un chiffre inférieur à 1,20 ou 1,10 pour certains, et regardez 0,95 pour la glycémie à jeun. C'est ça, en fait, ce qui est recommandé. Maintenant, vous allez me dire, et quel est le rôle de l'hémoglobine glyquée? Alors, habituellement, l'hémoglobine glyquée n'a pas réellement de rôle chez la femme enceinte, sachant que habituellement, la femme enceinte, elle vous fait donc des problèmes d'anémie. Donc, du coup, et vous n'allez pas attendre 3 mois pour demander l'hémoglobine glyquée. Voici le rythme de surveillance. Eh bien, le contrôle glycémique doit être évalué chaque semaine à 2 semaines par le médecin traitant. Donc, en fait, c'est ça ce qu'on doit faire. On lui demande de faire un cycle glycémique, elle me le ramène et je vais juger en fonction de ce cycle. C'est ce que j'ai fait chez cette patiente. Donc, je lui ai prescrit l'autosurveillance, je lui ai expliqué la fréquence des horaires et des objectifs glycémiques, et à partir de là, je lui demande de faire ça. Et voici, il faut lui dire ça, attention, il faut définir les objectifs glycémiques à votre patiente. Parce que si vous n'allez pas faire ça, elle va s'oublier avec le régime et elle risque de faire des hyper. Donc, plus vous allez lui expliquer, plus elle sera armée avec des informations pour faire face à ce déséquilibre. À partir de là, voici ce qui s'est passé chez cette patiente. Elle me ramène ce cycle après quelques jours, une semaine. Alors, que pensez-vous de ce cycle? Qu'est-ce qui se passe en fin de compte chez ça? Très bien. Quand je regarde, alors là, je me dis, bon, ici inférieur à 1,20, ça va, 1,92. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois poser la question. Ah là, elle a une glace. Elle a pris une glace, elle a fait 1,92. Mais quand je regarde les glycémies à jeun, ben là, ça me pose problème. Les glycémies à jeun sont élevées. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas?